Tout de suite, les journaux. Maintenant sur TPT+. Place journal. Un homme informé est un homme libre. Mesdames, messieurs, excellent début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information. Ce lundi 4 octobre 2021 a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national la rentrée des classes 2021-2022. Notre équipe de reportage a sillonné quelques écoles de la capitale économique en vue d'en prendre la température et l'atmosphère de ce premier jour. Suivez plutôt ce reportage. Dès la matinée, l'ambiance de la rentrée des classes s'est faite tout de suite constater. Les élèves, écoles publiques et privées, mais aussi les enseignants et l'administration scolaire ont répondu présents pour ce premier jour dans la plupart des écoles où nous avons sillonné ce 4 octobre 2021. Nous allons définir l'histoire comme étant une science qui étudie le passé de l'humanité. En dehors de quelques cas d'absence dû certainement au manque de fournitures scolaires, la rentrée des classes a bel et bien été effective, nous a confié Kinzoa Marcel Lazance, directeur général de l'école La Samarie. Nous avons eu au moins un pourcentage de 85%. Voilà. Et les autres, des raisons, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont inscrits. Ils sont inscrits sur nos registres, les enfants sont là, nous attendons. Les 15% qui restent là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront. Donc, en somme, nous pouvons dire que non, mais la rentrée a été effective, vu les inscrits que nous avons à l'école La Samarie. Bon, mais concernant les fournitures, c'est les parents qui achètent, ce n'est pas La Samarie qui va acheter. Nous, l'information que nous pouvons donner aux parents, il faut leur dire quand même, oui, nous avons, l'école a commencé dans toute la République, ce n'est pas seulement à La Samarie, l'école a démarré. Donc, les parents sont dans l'obligation, parce que c'est dans leur droit, de faire quelque chose que les enfants viennent. Parce que dans la logique, La Samarie fait plein temps. Et nous avons fait mi-temps aujourd'hui, une façon de les attendre qu'ils viennent au moins jusqu'à mercredi. À partir de jeudi, non, les cours vont commencer. Parce que la journée d'aujourd'hui, j'ai donné des instructions auprès des enseignants, c'était la prise de contact avec les enfants, mais que cela ne tienne, les petits exercices ne peuvent pas manquer à faire, c'est ce que nous avons fait. Bien qu'étant en période de crise sanitaire, les mesures barrières en général et particulièrement le dispositif de lavage des mains et le port de la bavette semblent n'avoir pas été à l'ordre du jour. Bon vent à cette nouvelle rentrée des classes 2021-2022. Tout à fait autre chose dans cette édition. Comment développer l'économie congolaise se trouvant aujourd'hui aux soins intensifs si l'on ne se met pas résolument au travail. Pourquoi la paresse semble gagner la quasi-totalité des Congolais du sommet à la base? Ce qu'il faut savoir, c'est que la paresse est un mal qui range l'économie. Chief Chivongo nous en parle. D'après les analyses des économistes, ou en faisant simplement le rapport entre les indices économiques et l'inestimable richesse que regorge la mère patrie en termes de ressources naturelles, l'on se rend vraisemblablement bien compte qu'il y a un grand fossé. Comme pour dire que notre économie ne jouit pas de sa parfaite santé. Elle serait même en train de traverser une période d'agonie, causée semble-t-il par, d'abord, la baisse drastique du prix du baril de pétrole, et puis, aujourd'hui, l'anathème de cette agonie est jeté sur la pandémie à coronavirus Covid-19. Puisqu'il faut toujours, à tout prix, trouver une raison pour attribuer nos faiblesses, mais surtout notre paresse. Mais si vous pouvez vous donner la peine d'être quelque peu objectif, en l'occurrence nos autorités gouvernementales, l'on comprendra sans risque de nous tromper que parmi les vices qui rongent ou qui gangrènent, en effet, qui tuent l'économie congolaise, se trouve en bonne place la paresse. Mais qu'est-ce à dire, la paresse? C'est la tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort consenti par les autres lambda. C'est une disposition habituelle à ne pas travailler. C'est une nonchalance.
une négligence des choses qui sont de devoir ou d'obligation. La paresse, c'est se soustraire de tout effort physique et même intellectuel et spirituel. Si nous avons bien compris la définition de la paresse, alors que chacun, et bien plus particulièrement nos politiques, apprécient les ressources humaines congolaises, si nous ne faisons pas montre d'une paresse pathologique. Tenez, c'est un secret de Polichinelle, une vérité de la palisse. Le Congolais est généralement partisan du moindre effort, du sommeil et de l'assoupissement, adepte du favoritisme, promoteur de la corruption, de l'ethnicisation et de la tricherie. Il aime vivre des dents et a été qualifié vulgairement à juste titre d'ailleurs de Sopeka, Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Entendu, achète-moi, donne-moi, partage-moi. Hélas. En tout cas, le Congolais préfère s'adonner au montage des fiches, une méthode politicienne, pour prétendre plaire au chef en vue d'une nomination ou d'une promotion, que de briller par le travail pour atteindre le même objectif. La Congolaise, elle, préfère la moyenne, la promotion ou le recrutement sexuellement transmissible, que le dur labeur pour accéder au même résultat. Bref, si la paresse était un cancer, il est en train de ronger donc sérieusement notre classe politique. Elle, qui devrait justement barrer la voie à ce dangereux vice, l'a allègrement, malheureusement, adopté, ou mieux légalisé dans la mentalité collective congolaise. C'est pourquoi tous veulent devenir politiciens, aller à la fonction publique, devenu un refuge des paresseux, de l'enrichissement illicite, de l'enrichissement facile. Ils disent qu'il n'y a pas de travail alors qu'on peut entreprendre. L'on dira, tous les Congolais ne sont pas paresseux. Oui, mais vous serez d'accord avec nous que la majeure partie des Congolais semblent manifester les tares de ce virus, si on pouvait assimiler la paresse à un virus. Et comment ne pas, lorsque tous ou presque avions relégué le sens du travail, surtout du travail bien fait, du respect des process et de la méritocratie au second plan dans notre société, où désormais et davantage le culte du Nganda ou de cave et VIP passe avant le culte de l'entreprise. Le culte du boire a supplanté celui du travail. Que le gouvernement Makosso fasse de l'éradication de ce vice, la paresse, qui ronge depuis des décennies notre économie au-delà de toutes les raisons qu'on peut avancer, un cheval de bataille pour que vive la santé réelle de l'économie nationale, fort de tous nos atouts naturels. Pour réussir ce challenge, le président de la République doit inscrire ses collaborateurs, donc les ministres, à l'école de la fourmi. Sinon, nous nous plaignons tous ou presque des tas d'immondices qui jonchent les coins et recoins de la ville, capitale économique. La poubelle dérange alors que sous d'autres cieux, la poubelle accompagne le développement. Le Congo, faire de la poubelle une opportunité d'affaires est l'objet de cet éditorial de Chivongo. dans notre pays, la poubelle est regardée comme une simple poubelle, une simple saleté qu'il faut gérer comme une saleté, sans plus, surtout en ces temps modernes. Car, à l'époque rudimentaire, la poubelle était gérée comme un atout. En effet, comme une ressource naturelle qui servait à faire du fumier ou mieux du compost pour nos jardins vivriers ou pour notre agriculture domestique qui était souvent située derrière chaque parcelle. Si bien que les parcelles et les rues de nos villages et villes étaient propres puisque presque toutes les familles avaient de l'intérêt pour la poubelle. L'on dit souvent pas d'intérêt, pas d'action. Justement, vous remarquez bien que les modernistes congolais n'ont pas d'intérêt pour la poubelle et donc plus d'action envers la poubelle. Voilà qu'elle a inondé tous nos milieux de vie, entendu, parcelles, ruelles et avenues, espaces publics, entreprises, écoles, marchés, bref, nous vivons dans l'extrême insalubrité, que des odeurs nauséabondes presque partout où l'on passe. Les modernistes ont préféré les engrais chimiques en lieu et place des engrais naturels, donc de la poubelle. Cette véritable richesse. Et d'ailleurs, plus de jardins derrière nos maisons. Toujours à l'époque rudimentaire, on savait déjà faire le tri des déchets. On séparait ceux qu'on pouvait garder pour produire le compost et ceux qu'on pouvait brûler ou acheminer dans le bac à ordures municipal. Hélas, cette attitude écologique n'est restée plus qu'un vieux souvenir. À l'heure où l'humanité a plus que jamais besoin des mentalités écologiques et bien plus du business écologique. Une mentalité verte exercera forcément des activités qui contribuent à la protection
de l'environnement. Et parler de la poubelle, il nous semble qu'elle se présente davantage aujourd'hui comme une opportunité d'affaires qu'une simple poubelle, dont les odeurs repoussent les ignorants. Oui, l'homme meurt pauvre, faute de connaissances. Le management écologique voudrait qu'on parle désormais et davantage à cette ère de modernité et de forte industrialisation de gestion des déchets d'une poubelle. C'est là qu'intervient la politique du triptyque, tri, recyclage et valorisation des déchets. Car trier un déchet devient une ressource, une opportunité entrepreneuriale, s'il vous plaît, dans le principe de l'économie circulaire. Une économie fondée sur l'éco-conception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à réduire significativement les ressources naturelles utilisées ainsi que les dommages causés à l'environnement. Il nous faut inéluctablement développer l'économie verte, et le recyclage et la valorisation de la poubelle ont des effets directs sur la croissance économique et la création d'emplois. Une chaîne de valeur devrait être créée pour une gestion responsable de la poubelle, allant du ramassage aux produits écologiques transformés, en passant par le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Tenez, avec la poubelle, l'on peut obtenir le compost, l'énergie, une variété de produits recyclés à partir des déchets plastiques solides et même liquides. Vous pouvez compléter la liste. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Entreprendre dans la poubelle offre un gisement d'opportunités d'affaires, car son champ d'action est bien vaste. Or que même nos gouvernants n'y voient que la poubelle et rien d'autre. Sinon, pourquoi cette richesse traîne-t-elle encore dans nos parcelles, nos quartiers et nos villes? Même les municipalités appelées à assainir nos communes ne trouvent aucune opportunité de développement dans la poubelle, si ce n'est qu'une simple dépense dérangeante. Tous, nous méprisons la poubelle. La poubelle, une opportunité d'affaires et de création d'emplois pour tout âge et tout sexe, encore ignorée au Congo, notre cher et beau pays. Le samedi 2 octobre 2021, dans la salle de conférence de la préfecture du Kwilu a été organisée la cérémonie de remise officielle de l'acte affectataire des terres déjà expropriées destinée à recevoir la zone économique spéciale de Pointe-Noire par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du Domaine public Pierre Mabiala, au ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique Émile Wosso. Le compte rendu dans ce reportage. Suivez. Voilà. C'est un projet emblématique d'une portée économique et sociale importante pour le Congo, surtout en cette période de relance économique. À l'effet de booster la mise en œuvre du projet Zone économique spéciale, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du Domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a procédé à la remise officielle de l'acte affectataire des terres déjà expropriées destinées à recevoir la zone économique spéciale au ministre des zones économiques et de la diversification économique, Émile Wosso, le ministre d'État, sur les 33 hectares affectés. La zone déjà expropriée qui couvre les 33 hectares, 06 ZAR et 80 Santia. Monsieur le ministre, l'acte qui vous affecte les 33 hectares, 06 ZAR et 80 Santia, pour ainsi commencer la viabilité, la visibilité et votre travail de mise en place de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, zone A. Faites-en bon usage, bonne chance, je vous remercie. Au-delà de la satisfaction dont a fait montre le ministre des Zones économiques et de la diversification économique, Émile Wosso, après avoir reçu des mains de son homologue des affaires foncières l'acte affectataire, celui-ci a plaidé pour l'installation des guichets uniques de paiement dans ces zones économiques afin d'éviter tout comportement déviant. J'ai eu la bienveillante oreille du ministre d'État qui est avec nous pour toujours dans ce dossier des zones économiques spéciales, dans la mesure où
Il se battra pour nous donner les espaces nécessaires par les mécanismes d'expropriation qu'il a décrits. Et rien que pour cela, Monsieur le ministre d'État, je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait, ce que vous continuez à faire et ce que vous ferez malgré le peu de moyens dont peut disposer le pays aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, vous m'appuierez dans les plaidoiries en gouvernement pour installer les guichets uniques dans ces 33 hectares qui viennent d'être libérés. Parce que le guichet unique est l'entrée et la sortie de l'investisseur et c'est son seul interlocuteur dans l'investissement au Congo. Parce que pour nous, et selon le chef de l'État, les zones économiques spéciales doivent être des zones de désarmement douanier total, désarmement fiscal, désarmement des harcèlements, des contrôles abusifs. Donc c'est par là que nous allons commencer à avoir les meilleurs points dans le climat des affaires. Parce qu'il n'y aura aucun comportement déviant de personnes dans ces zones qui seront complètement sécurisées et interdits d'accès à ceux qui n'y ont pas droit. À pas de caméléon diront certains, mais la zone économique spéciale de Pointe-Noire est en train de prendre forme. La remise de cet acte d'affectation est un pas déjà franchi par le gouvernement pour que vive la relance économique. Au lendemain de la promulgation des nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, notamment la presque obligation à se faire vacciner, les populations prennent d'assaut le CSI de Mvumvu dès 5 h du matin pour se faire inoculer le vaccin contre la Covid-19. Malheureusement, leur enthousiasme est réduit à néant. Le gouvernement veut voir les populations adhérer massivement à la vaccination sans pourtant réunir les conditions de la vaccination en masse. Le Congo, je vous le dis, le pays de tous les paradoxes. On aurait cru être devant une banque ou une boulangerie en voyant ce fil d'attente. Mais non, nous sommes bel et bien au CSI de Mvumvu, l'un des centres retenus pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19. Il est présentement 5 h 40 lorsque nous réalisons ce reportage. Ce centre a été pris d'assaut par les citoyens voulant se faire inoculer ce vaccin anti-Covid. Lors de la 27e réunion de la Task Force près de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, sous la très haute autorité de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, ou dans les prévisions, l'on veut atteindre 30% des vaccinés d'ici décembre 2021 dans la quête de l'immunité collective. Des mesures ont été prises, parmi lesquelles rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement pour air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations du pays. Moi, je suis venu ici aux environs de 6h05 minutes. Mais quand je suis venu, il y a déjà un rang un peu plus long déjà. Je suis mis dans le rang, mais curieusement, on nous a dit que c'est impossible parce que les agents qui sont occupés de vaccination ne sont qu'à 2. Et mais je me demande pourquoi ne pas décentraliser. Il y a un dispensaire à Mawata, Jeanne Vial, comme ça les gens peuvent aller là-bas, que de s'occuper ici en Mvumvu. Cet afflux des candidats volontaires à la vaccination au CSI de Mvumvu dans le 2e arrondissement doit être certainement qu'un échantillon des nombreux candidats à la vaccination anti-Covid-19 à travers le pays. Toutes les barrières anti-vaccin Covid doivent être en train de tomber. Vivement l'immunité collective et la relance économique attendue. Pour ce qui est de l'information au-delà de nos frontières, l'ancien Premier ministre malien Boubaï Maïga a été incarcéré pour détournement de fonds publics. Poids lourd de la politique malienne, 67 ans, a aussi été ministre des Affaires étrangères et de la Défense et chef des services de renseignement. Pour plus d'informations, suivons plutôt ce reportage d'Africa News. L'ancien Premier ministre malien Soumeïlou Boubaï Maïga est écroué à la maison d'arrêt de Bamako.
Chef de gouvernement sous l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta de 2017 à 2019, il est poursuivi pour escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme dans le cadre de l'achat en 2014 d'un avion présidentiel d'un montant d'un peu plus de 30 millions de dollars. Le bureau vérificateur général, l'autorité malienne qui a épinglé l'acquisition, l'accuse d'avoir surfacturé l'appareil. À l'époque des faits, Soumeilou Boubei Maïga était ministre de la Défense. Comme lui, l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Boiré Fili Sissoko, a été transférée à la prison pour femmes de Bolé pour les mêmes motifs de détournement de fonds publics. À noter que cette affaire avait été classée sans suite en 2018, mais mardi, le procureur de la Cour suprême Mamadou Tembo l'a rouvert, estimant que le travail judiciaire doit se poursuivre. Selon les Ponderas Papers, le président kenyan possède une fondation au Panama et plusieurs membres de sa famille directe détiennent plus de 30 millions de dollars logés dans un compte offshore. C'est un reportage, une fois de plus, d'Africa News. Une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation éclabousse plus de 330 hauts responsables politiques du monde entier qui ont des liens avec des sociétés offshore à des fins d'évasion fiscale. Plus de 600 journalistes ont participé à l'enquête Pandora Papers. Des emails, des copies de passeports, des relevés bancaires montrent comment des présidents, des rois, des princesses, des milliardaires se cachent pour faire circuler l'argent. Parmi les personnalités citées, le président kenyan qui posséderait une fondation au Panama, les présidents congolais et gabonais, le premier ministre ivoirien Patrick Achi figure sur la liste pour avoir ouvert une société offshore aux Bahamas en 1998. La princesse du Maroc, Lala Sna, a acheté une maison de 11 milliards de dollars dans un luxueux quartier de Londres près du palais de Kensington, selon les Pandora Papers. Le pape François et des dirigeants religieux de tous bords se sont réunis au Vatican pour faire entendre leur voix à l'approche de la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. La défense de la planète, c'est aussi une affaire de religion. Le pape François et des dignitaires religieux de tous bords se sont réunis au Vatican pour faire entendre leur voix à l'approche de la COP26, la conférence des Nations Unies sur le climat. Ils ont signé un appel commun au gouvernement pour que soient mises en œuvre des politiques climatiques ambitieuses. Lors de cette rencontre, à laquelle participaient également des scientifiques, le pape François a appelé à agir avec urgence pour des réponses efficaces. Permettez-moi de vous proposer 3 concepts pour réfléchir à cette entreprise commune, dit-il. L'ouverture à l'interdépendance et au partage, le moteur de l'amour et l'appel au respect. Cet appel commun des leaders religieux pour la préservation de la planète a été remis à Alok Sharma, le président de la COP26, qui débute dans moins d'un mois à Glasgow. Les pressions autour de ce sommet se multiplient. Nous avons, dit-il, besoin que nos jeunes poursuivent leur appel au changement avec la même passion qu'aujourd'hui. Nous avons besoin que les scientifiques amplifient encore leur voix dans le débat public et que les chefs religieux utilisent leur leadership pour plaider en faveur de l'action. Dans leur appel commun, les chefs spirituels insistent sur l'impératif moral de protéger l'environnement pour les générations futures. Nous avons hérité d'un jardin, nous ne devons pas laisser un désert à nos enfants, écrivent-ils. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le reportage que vous venez de suivre était signé Euronews et non Africa News. Sur ce, ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour est une vie.